Le cours du pétrole bat un nouveau record historique. Le prix du baril a triplé en 4 ans. Les tensions avec l'Iran n'expliquent pas tout. Les répercussions à la consommation seront inévitables, alourdissant la facture des ménages français. À Katmandou, sous la pression de la rue, le roi du Népal tend la main à l'opposition et affirme vouloir rétablir la démocratie. Aujourd'hui encore, des manifestations ont eu lieu malgré le couvre-feu et la répression. La reine Elisabeth fête ses 80 ans à Windsor. Ils sont venus par milliers lui témoigner leur affection. Son fils, le prince Charles, héritier du trône, lui a rendu un vibrant hommage. Elisabeth II règne sur le royaume britannique depuis plus d'un demi-siècle. La disparition du professeur Jean Bernard à l'âge de 98 ans, médecin, chercheur, académicien, un parcours exceptionnel pour cet humaniste hors du commun, professeur de cancérologie. Il a révolutionné le domaine de l'hématologie en travaillant sur la leucémie et les maladies du sang. Enfin, de la musique avec la sortie du nouvel album de Florent Pagny qui a fait appel à un certain nombre d'auteurs et compositeurs renommés, un album intitulé Abracadabra. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par la flambée du prix du pétrole. Une nouvelle hausse record, une hausse historique à la bourse de New York ce soir. L'envol du prix du baril est au cœur des discussions du G7 qui se tient actuellement aux États-Unis. Alors avant d'en venir aux raisons qui expliquent ce troisième choc pétrolier, voyons quels sont les risques qui pèsent à terme sur les prix et la consommation. Seule parade pour l'instant, faire des économies d'énergie. Vincent Fourcade, Valérie Lucas. Dernière livraison de fioul avant l'été. Mais pour ces retraités, pas question de faire le plein de la maison. L'heure est à l'économie, ce sera 1000 litres de fioul et pas une goutte de plus. Ah bah ça c'est clair, hein. Cette année en plus je peux pas faire un plein complet parce que bon, le fioul a tellement augmenté qu'on va le faire en 2 fois. Prix du chauffage au fioul pour ce pavillon, 150 € par mois. Et quand les cours du pétrole enchaînent les records, la facture s'alourdit. Le fioul, 20% plus cher aujourd'hui que l'année dernière. Alors on en a 1000 litres et ça vous fait 685 €. Et ben ça, ça a augmenté par rapport à l'année dernière. L'année dernière pour 1000 litres j'ai payé 588. Essence, chauffage, électricité, l'énergie pèse chaque mois de plus en plus lourd sur le budget de ce ménage. La voiture c'est 60 €, l'électricité c'est 35 € par mois. Total, 250 € par mois, c'est plus que la moyenne nationale. En 2005, le budget énergétique d'un foyer français a grimpé de près de 6% à 1300 € par an. Côté carburant, plus de 10% de hausse, 1100 € par an. Conséquence, les Français ont commencé à lever le pied. 3% de kilomètres parcourus en moins l'an passé et des ventes de carburant en baisse de 1%. Le carburant, dont le prix pourrait à nouveau flamber dans 3 semaines, c'est le temps qu'il faut aux pétroliers pour répercuter à la pompe les prix records du pétrole achetés cette semaine. Il y a bien sûr les tensions avec l'Iran qui pèsent sur les cours du pétrole, mais le marché subit une hausse constante depuis des années que plusieurs facteurs expliquent avec un chiffre peut-être à retenir. Les prix du baril ont triplé en 4 ans. Bruno Timsit. C'est lui, Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, qui affole les marchés. Toutes ces petites phrases sont examinées à la loupe. Il se félicite aujourd'hui de la flambée des cours du pétrole. Première explication de la crise actuelle, les tensions internationales. Le dossier du nucléaire iranien, les rumeurs sur une possible intervention américaine font craindre au marché une rupture dans l'approvisionnement en pétrole. À cela s'ajoute l'instabilité en Irak ou encore la guerre au Nigeria. C'est la première raison de la flambée des prix. 75 $ le baril ce soir à New York. Deuxième explication, des capacités de production insuffisantes. Hormis l'Arabie Saoudite, les pays producteurs pompent à plein régime. En face, la demande ne cesse de croître, en particulier aux États-Unis et en Chine, en raison du boom de son économie. Pour répondre à une telle demande, les pays producteurs n'ont pas constitué assez de stocks. Il faudrait doubler, tripler la capacité de production non utilisée actuelle, qui est de l'ordre d'à peine 2 millions de barils par jour, pour que si jamais on a des craintes sur un pays, l'Iran par exemple, l'Irak, eh bien on se dise, nous disposons de capacités supplémentaires à côté, des capacités de secours, donc nous ne manquerons pas de pétrole. Ce n'est pas le cas actuellement. Enfin, la spéculation. Certains, comme les fonds de pension, profitent de la flambée des prix et amplifient le mouvement de hausse. Les marchés qui ont encore en tête les conséquences de l'ouragan Katrina aux États-Unis. À quelques mois de la saison des ouragans, ils craignent comme l'an passé des destructions de raffineries. Cela pourrait entraîner une nouvelle envolée du prix du baril.
Enfin, sachez que la hausse du prix du gaz en France, prévue d'abord en avril, interviendra le 1er mai prochain, plus 5,8%, nous indique le ministère de l'Industrie. La grippe aviaire, avec ces deux informations qui ne sont pas contradictoires. Dans l'un, de nouveaux cas de H5N1 ont été découverts sur des cygnes dans les marais de la Dombe et des mesures sanitaires ont été prises dans ce secteur. En même temps, toujours dans le département de l'Ain, 80 éleveurs viennent d'être autorisés à sortir leurs volailles. Après le confinement imposé dans cette zone il y a quelques semaines, on passe donc à un dispositif légèrement allégé. Reportage Denis Sébastien, Thierry Meunier. Le retour au grand air après 2 mois passés dans les poulaillers. Christian Châtelard est à la tête d'un élevage de 7000 poulets. Il fait partie des 75 éleveurs qui ont obtenu aujourd'hui l'autorisation de sortir leurs volailles. C'est un vrai soulagement. La volaille de Bresse est une souche spécifique qui ne peut pas vivre à l'intérieur. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a 30% de son alimentation qu'elle trouve dehors, par l'herbe, les vers de terre, tout ce qu'elle peut trouver dehors. Mais ce retour à la liberté est très surveillé. Contrairement à l'habitude, les volailles sont enfermées dans des enclos électrifiés, pas de mangeoires ni de points d'eau dans les espaces qu'elles parcourent en extérieur, et la sortie est soumise à l'accord des services vétérinaires. Ce qu'il faut absolument, c'est éviter le contact entre les points d'eau sur lesquels des oiseaux migrateurs peuvent venir et nos volailles. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place les grillages et les clôtures électriques pour limiter les parcours. Car le virus H5N1 est toujours présent dans la région des étangs de la Dombe. Sur la commune de Saint-Paul-de-Varax, 2 cygnes découverts morts cette semaine ont été confirmés positifs aujourd'hui. Le dernier cas enregistré datait du 29 mars dernier. On en conclut que la vigilance reste de vigueur, plus que jamais d'ailleurs. On voit bien le danger que représente encore la faune sauvage. Il est important de bien connaître l'état sanitaire de la faune sauvage pour adapter les mesures. Au total, 63 oiseaux sauvages porteurs du virus ont été recensés dans l'Ain. Pour les éleveurs, les autorisations de sortir les volailles ne sont accordées que par dérogation. Dans la plupart des cas, le confinement reste la règle jusqu'au 31 mai prochain. Une erreur médicale tragique à l'origine du décès d'une jeune femme soignée par radiothérapie aux Hospices civils de Lyon. Une erreur rarissime, une erreur de réglage de l'appareil. Jean-François Firet, Philippe Évêque. L'hôpital Lyon-Sud. C'est ici que la patiente a été opérée pour une malformation au cerveau. C'était il y a 2 ans. À l'époque, les médecins lui imposent une radiothérapie. Avec des rayons laser, ils tentent de localiser le problème. Seulement voilà, l'appareil est mal réglé. La patiente reçoit 10 fois plus de rayons que prévu. Aujourd'hui, les médecins plaident coupables. L'erreur a été révélée assez rapidement, mais l'équipe médicale a pensé qu'il n'y aurait pas de conséquences thérapeutiques parce qu'habituellement, un surdosage n'entraîne pas forcément de conséquences thérapeutiques. Dans ce cas, le surdosage a tué une patiente de 30 ans. Une patiente à laquelle la radiothérapie avait sans doute été présentée comme une technique de pointe. Dans un premier temps, on recrée le patient en 3 dimensions. Dans un second temps, on décide de l'orientation des rayons avec une précision d'orfèvre. À ce savoir-faire s'ajoutent les recommandations de l'ASN. L'autorité de sûreté nucléaire exige désormais un diagnostic approfondi ainsi qu'une meilleure définition du rôle de chaque spécialiste. En outre, elle demande une transmission écrite des ordres et la présence d'un radiophysicien lors de chaque intervention. On ne peut pas dire si à ce jour ce protocole a été parfaitement respecté dans le cadre de l'affaire de Lyon, puisque les Hospices de Lyon confessent qu'une enquête est toujours en cours. Près de Limoges, un canoë a chaviré sur la Vienne. Un père et ses 2 fils se sont noyés. La mère est portée disparue, indiquent la police et les pompiers qui sont sur place. En Guyane française, les corps de 12 enfants et de 2 adultes ont été découverts dans un petit village à 400 km de Cayenne. D'après les premières indications, il semblerait qu'il s'agisse d'un empoisonnement ou d'une intoxication. Une enquête est en cours. Sans parler véritablement de propagande ou de manipulation, des messages vidéo sur le thème des droits de l'homme et de la liberté de penser étaient en réalité financés par l'Église de Scientologie. Ces cassettes envoyées à plusieurs chaînes locales de télévision ne mentionnaient pas leur provenance. Le CSA a pris le parti d'en alerter les médias. Nouk Burel, Régis Maté. A priori, c'est un petit film bien sous tout rapport. De bons sentiments contre les discriminations, pour la liberté, enrobé dans une réalisation à l'américaine. Signature officielle, l'Association des jeunes pour la défense des droits de l'homme. Une association financée par l'Église de Scientologie, mais ça, ce n'est écrit nulle part sur la pochette.
Ces clips ont été envoyés à des télévisions locales. Certaines les ont diffusés sans savoir de quoi il s'agissait. Jean-Michel Roulet est président de la Mivilude, mission de vigilance contre les dérives sectaires. Pour lui, c'est l'exemple type d'une secte qui avance masquée. Le contenu du clip n'offusque personne, bien au contraire, il est louable. Et c'est même en cela que la démarche est perverse, puisque précisément on exploite les bons sentiments pour essayer d'attirer quelqu'un vers autre chose. Il a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour informer les médias sur l'origine de ces films, car ce ne sont pas les premiers. L'église de Scientologie de Paris nous a reçus ce matin en nous diffusant un autre clip envoyé aux médias il y a 1 an et demi. Mêmes images accrocheuses, même association en couverture, mais au dos de la pochette, l'auteur remercie les scientologues pour leur financement. Voilà les 2 éléments que nous envoyons. Et dans les 2 cas, vous pouvez vérifier, il est écrit au dos de façon très claire que c'est parrainé par l'Église. Mention claire sur un DVD, absente sur l'autre. Les scientologues affirment que l'important finalement c'est le discours. Pour les militants anti-sectes, c'est aussi de connaître la personne qui le tient. Le Royaume britannique célèbre l'anniversaire de la reine Elisabeth II. 41 coups de canon ont été tirés à la mi-journée à Hyde Park en l'honneur de celle qui règne depuis plus d'un demi-siècle, un record en Europe. Le prince Charles, quant à lui, en fils fier et aimant, a rendu hommage à sa mère qui fête aujourd'hui donc ses 80 ans. Et avec lui, des milliers de Britanniques sont venus à Windsor témoigner leur respect et leur affection. Reportage Maryse Burgot, Dominique Marotel. L'exactitude et la politesse des rois. Il est donc très exactement midi lorsqu'au son d'une fanfare irlandaise, Elisabeth II quitte son château de Windsor. 80 ans et radieuse en rose fuchsia, elle va serrer des milliers de mains et recevoir les cadeaux les plus improbables. Cet inconditionnel de la reine a même réussi à lui glisser un gâteau fait maison. Quand je suis aux anges, je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à le faire. Comme toujours, le prince Philippe, le mari de la souveraine, est à ses côtés. Et parce que 80 ans valent bien une petite dérogation, il permet à ses 2 enfants d'enjamber une barrière pour remettre un bouquet à Elisabeth II, une souveraine plus populaire que jamais. Elle est réellement le cœur de notre pays. Elle a fait son devoir toute sa vie. Elle est vraiment étonnante. Malheureusement, je n'ai vu que le derrière de sa tête. Mais l'atmosphère était vraiment sympathique. Un chapeau à plumes roses perdu au milieu d'une foule de 20 000 personnes et des gens perchés un peu partout. La ville royale de Windsor a fêté cet anniversaire sous un ciel printanier. Après un parcours à pied de 45 minutes que la reine supporte sans aucun problème, elle rejoint enfin la Rolls du château et se déclare ce soir très touchée par tous ces témoignages. Et ce n'est pas fini, ce bain de foule n'est même qu'un début. En juin prochain, ce seront les vraies célébrations de ce 80e anniversaire avec toutes les pompes de la monarchie. Une vie entière au service de son pays, Elisabeth II aura traversé le siècle. Elle est sans doute aujourd'hui la plus populaire de la famille royale. Reste que la question de sa succession se pose une nouvelle fois aujourd'hui. Amaury Guibert. Ce jour de juin 1953, le petit Charles ne semble pas tenir en place. Il a 4 ans et vient d'assister au couronnement de sa mère. Il le sait, son heure viendra car il est l'héritier du trône. Ce qu'il ne peut prédire alors, c'est qu'il devra être patient. C'est difficile à croire que mon grand-père, George VI, avait l'âge que j'ai aujourd'hui quand il est mort, et que ma mère lui a succédé si jeune, au même âge que celui de mes enfants en réalité. À 57 ans, Charles est toujours prince de Galles, premier dans l'ordre de succession avant ses fils William et Harry. Mais le trône a bien semblé lui échapper. Quand il épouse Diana, sa popularité est au zénith. Le mariage commence comme un conte de fées. Ce sera un cauchemar. Les Britanniques mettront des années à pardonner à Charles sa liaison avec Camilla Parker Bowles. Un des amours qui fera dire à certains sujets de Sa Majesté que le prince de Galles doit céder sa place à son fils aîné, le prince William. Le prince de Galles est le prochain. C'est son destin, ce pourquoi il est né. Seul le Parlement peut décider, après débat, si le prince doit être écarté. Il ne peut pas décider seul. L'abdication serait de toute façon une révolution et cela, les Britanniques ne sont pas tous prêts à l'accepter. Charles doit avoir sa chance, mais je ne sais pas si on la lui donnera.
Mais Charles devra patienter. Avant même sa naissance, sa mère avait fait le serment de servir son royaume jusqu'à son dernier souffle. Les couples homosexuels ont-ils le droit d'adopter des enfants? Le débat est largement ouvert en Europe. La Belgique vient de donner son feu vert après un débat très mouvementé et un vote de justesse. Les sénateurs ont approuvé ce projet de loi, une nouvelle étape 3 ans après l'autorisation des mariages homosexuels. Laetitia Legendre, Diane Richard. 34 voix pour, 33 contre et des sénateurs belges très partagés. Une seule voix d'écart pour que désormais les couples homosexuels puissent adopter des enfants. Le Sénat a adopté le projet sans modification. Désormais, 7 pays en Europe autorisent l'adoption par des couples homosexuels. Après les Pays-Bas, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Islande et la Suède, désormais la Belgique. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Il y a 3 ans, la Belgique autorisait le mariage homosexuel. Aujourd'hui, elle bouleverse de nouveau son code de la famille, de quoi faire naître quelques espoirs chez les militants français. Ça ne peut pas empêcher que le débat recommence en France, puisqu'on essaye souvent de l'enterrer par des pétitions, par des grandes déclarations, mais c'est évident que ça va rejaillir chez nous. En France, l'adoption par des gays est interdite, même si 200 000 enfants seraient élevés dans 100 000 foyers homosexuels, selon les associations. Auront-ils plus de difficultés que ceux dont les parents ont divorcé ou ceux qui ont été adoptés? Difficile pour les spécialistes de répondre. Les rares études qui existent en France ou aux États-Unis montrent que le comportement des enfants d'homosexuels ne diffère pas de ceux des autres enfants. Ils seront ni mieux ni moins bien. Et ils auront des différences. La notion de risque n'a pas de sens. Ils sont un petit peu dans la situation des enfants de parents divorcés dans les années 50. Donc il y a quelque chose de nouveau dans leur vie. Ils auront à assumer d'être différents. Avec cette réforme, la Belgique ne s'attend pas à un afflux de couples homosexuels étrangers désirant adopter. En effet, les personnes intéressées devront prouver qu'elles résident bien dans le pays pour bénéficier de cette nouvelle loi. Hommage unanime après la disparition du professeur Jean Bernard qui s'est éteint à l'âge de 98 ans. Médecin, chercheur et académicien, un parcours unique pour cet humaniste qui a su marier en fait toutes ces disciplines. Professeur de cancérologie, il a révolutionné le domaine de l'hématologie en travaillant sur la leucémie et les maladies du sang. Florence Mavic. Médecin poète, praticien philosophe, chercheur penseur, Jean Bernard c'est tout cela à la fois. Un homme pétri d'humanisme qui hésita dans sa jeunesse entre la plume et le stéthoscope. Guérir, écrire furent les 2 piliers d'une existence longue de près d'1 siècle, menée avec modestie, toujours. Un médecin n'a jamais réussi, même quand il a obtenu quelques modestes résultats, il y a tant encore de choses à faire, tant d'échecs, qu'on n'a pas le sentiment d'avoir vraiment réussi sa vie. On a le sentiment d'avoir apporté une petite pierre à l'ensemble des connaissances, et c'est tout. Jean Bernard donna ses lettres de noblesse à une science difficile, l'hématologie. Grâce à ses travaux sur le sang à partir des années 50, on est parvenu à guérir de nombreuses maladies sanguines, notamment certaines leucémies. C'est à l'hôpital Saint-Louis à Paris qu'il mène recherche et soins jusqu'en 1980. Ses qualités ont marqué ses collègues. Un homme profondément humain, prêtant une grande attention aux patients et sachant réconforter les patients. Devenu président du comité consultatif national d'éthique en 1983, Jean Bernard regrette l'amenuisement de la frontière entre le scientifiquement possible et le moralement acceptable. Malgré les honneurs, ce grand monsieur en blouse blanche avait su conserver un émerveillement d'enfant face au mystère de la vie. Une autre personnalité hors du commun, Marcel Dassault, dont on célébrait aujourd'hui le 20e anniversaire de la mort. Et quelle meilleure façon de lui rendre hommage que de faire passer au-dessus des Invalides 4 Rafales, avions de combat sortis des usines aéronautiques qu'il avait créées. Patrice Pellet. 4 Rafales déchirent le ciel de la capitale. Il est midi. Un hommage à Marcel Dassault, mort il y a 20 ans. Marcel Dassault, l'homme qui a donné des ailes à la France. C'est un homme d'une force extraordinaire. Moi, je l'ai vu dans des situations difficiles. C'est un combattant. Il ne se laisse jamais abattre. D'ailleurs, sa carrière, il la recommence à 58 ans. Après avoir passé un an dans le camp de concentration de Buchenwald, Marcel Bloch devient Marcel Dassault. À 58 ans, il se lance dans la fabrication d'un avion moderne, l'Ouragan. Une réussite commerciale concrétisée quelques années plus tard
par l'arrivée de 2 autres avions mythiques, le Mirage 3 et 4. Le monde entier alors nous les envie. Aujourd'hui, les équipages commencent à voler sur le plus sophistiqué de la gamme, le Rafale. On voit apparaître dans cet écran-ci, qui est l'écran principal, un fond de carte sur laquelle est posé le plan de vol. Pilotes et navigateurs n'ignorent pas ce qu'ils doivent à Marcel Dassault. C'est le créateur, le père de nos avions, tout bonnement, puisque je pense qu'aujourd'hui, un pilote de l'armée de l'air qui n'a pas volé sur un avion Marcel Dassault, ça n'existe plus. 294 Rafales, dont 60 pour la marine, sont prévus à terme pour équiper l'armée de l'air française. Marcel Dassault aurait aimé 2 choses, les voir en vol et qu'ils se vendent à l'étranger. En politique, Dominique de Villepin était à Chamonix aujourd'hui. Le Premier ministre tourne sur le terrain après la crise du CPE. Hélène Hugues, Chloé Lecomte. Un sommet à atteindre. Pour ces enfants malades du cancer, ce sera le Mont Blanc ou simplement une colline. À chacun son Everest, c'est le nom de l'association qu'a visité ce matin Dominique de Villepin. Son objectif, aider les enfants à sortir de leur maladie. Ici, c'est ce qu'on a envie de leur dire, c'est qu'ils sont des champions. Ils ont eu les mêmes qualités sportives que les champions, la patience, la volonté, le courage, la détermination. Bref, les qualités requises pour remonter la pente. Dominique de Villepin refuse cependant tout parallèle avec les défis qu'il doit lui-même relever. C'est leur Everest qui m'intéresse. Pas pour lui, là. Le Premier ministre, tout juste sorti de la crise du CPE, accepte cependant la leçon de courage donnée par les enfants. C'est vrai que c'est l'occasion de reprendre des forces. On prend toujours des forces quand on voit des enfants ou des hommes ou des femmes qui se battent pour des choses auxquelles ils croient et qui donnent tout ce qu'ils ont. Vous êtes prêts pour refaire des réformes ? Bien sûr, vous savez, par réforme, en tout cas pour tout faire pour adapter notre pays au cours des prochains mois. C'est la mission que j'ai reçue. De cette première sortie officielle depuis la fin de la crise du CPE restera une image, celle d'un Premier ministre sur le terrain, à l'écoute et toujours aux commandes. À l'étranger, sous la pression de la rue, le roi du Népal décide de passer la main, mais n'abdique pas. Les manifestations à Katmandou, qui se sont multipliées ces derniers jours malgré le couvre-feu et la répression, auront fait ployer le régime. Le souverain appelle à la tenue d'élections au plus vite, après le vaste mouvement de protestation qui réclamait le retour à la démocratie. Laurent Boussier. Tous les Népalais attendaient ça depuis le début de la crise. Une allocution du roi Gyanendra qui promet le retour de la démocratie. Nous rendons le pouvoir exécutif du pays au peuple. Nous demandons à l'alliance des 7 partis politiques de nous donner le plus vite possible un nom pour le poste de Premier ministre. Il était temps. Ce matin encore, malgré le couvre-feu et la présence massive des forces de l'ordre, ils étaient plus de 100 000 à manifester dans les rues et les faubourgs de Katmandou. Heurts, violence, répression. Même si aujourd'hui la police n'a pas tiré sur la foule, après 2 semaines de protestation, 12 morts, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations, la situation devenait ingérable. Roi autocratique, peu aimé par son peuple, isolé dans son palais, Gyanendra a de longue date fait l'unanimité contre lui. Monté sur le trône en 2001, après le massacre dans des circonstances toujours obscures de son frère et de sa famille, il a en février 2005 dissous le Parlement et s'est emparé de tous les pouvoirs. Malgré l'annonce de ce soir, les partis politiques à l'origine de la contestation de ces derniers jours restent donc sur leur garde. Trop tard, trop peu, tous jugent l'offre du roi insuffisante. La demande minimum, c'est des élections pour élire un parlement. Tant que nous n'obtiendrons pas ça, on ne peut rien faire avec le roi, rien négocier avec lui. Dans les rues de Katmandou ce soir, quelques manifestations de joie, mais qui ne veulent pas forcément dire que la crise est finie. Au Proche-Orient, le leader palestinien Mahmoud Abbas entreprend une tournée diplomatique qui l'amènera en Turquie, en Norvège et surtout en France dans une semaine. Mahmoud Abbas n'a qu'un objectif, récupérer les subventions européennes qui font cruellement défaut dans les territoires. Il a reçu notre équipe de France 2, Yasmina Farber et Offset Nalbandia. La Moukata, siège emblématique de la présidence de l'autorité palestinienne, théâtre des assauts de l'armée israélienne du temps de Yasser Arafat. Plus aucune trace de bombardement, les bâtiments sont rénovés. C'est ici que Mahmoud Abbas, le président élu il y a 15 mois, nous reçoit pour parler de l'avenir, mais aussi de l'actualité sanglante, l'attentat de Tel Aviv lundi dernier. Je suis totalement opposé à ces opérations.
C'est une question de principe. J'ai toujours adopté cette position concernant les tirs de missiles ou les attaques suicides. Le Hamas, grand vainqueur des récentes élections palestiniennes, n'a pas condamné cet attentat. Le gouvernement, formé par ce mouvement islamiste, ne reconnaît toujours pas l'existence de l'État d'Israël, mais le président ne désespère pas. Je suis très clair avec le gouvernement sur la politique que j'entends qu'ils poursuivent. Et pour le moment, ils sont liés à leur propre idéologie. Il faut leur laisser du temps pour qu'ils reconsidèrent leur position. Mais les États-Unis et l'Union européenne ont coupé les vivres du Hamas. Les salaires ne sont plus versés, la population paye le boycott. Mahmoud Abbas nous en parle spontanément, en anglais. Ce n'est pas la bonne méthode pour faire pression sur le Hamas. Parce que d'un autre côté, le peuple palestinien est affamé. Cela peut nous mener à un désastre. La diplomatie du président de l'autorité palestinienne est en marche. Il va proposer aux pays donateurs de gérer lui-même les subventions sans passer par le Hamas. Mahmoud Abbas espère bien reconquérir la confiance de la communauté internationale. Une mission difficile tant que le Hamas adoptera des positions très radicales. Dans le reste de l'actualité en France pour ce week-end de retour des vacances de Pâques, la journée sera classée orange demain. Sur les routes, les radars mobiles et fixes sont là pour dissuader les automobilistes d'avoir le pied trop lourd sur l'accélérateur. Signe des temps, on voit apparaître désormais sur le marché des détecteurs de radars, une pratique interdite mais de plus en plus utilisée. Diego Garcia, Bruno Giraudot. Voici le signal caractéristique d'un mouchard, l'autre nom du détecteur de radar. L'utilisation de ce récepteur d'infrarouge est interdite, mais Antoine n'a pas résisté à la tentation. Il peut m'arriver, comme beaucoup, de dépasser sur autoroute, de rouler à 150 km/h au lieu de rouler à 130, parce que je n'ai pas toujours les yeux rivés sur le compteur, donc pour préserver mon permis, c'est purement pour ça. Entre 2 et 600 € pour ce type d'appareil dont l'utilisation demande quelques précautions. Bien camoufler l'appareil. Ne pas rouler non plus, enfin rouler quand même prudemment, c'est pas un permis de tuer non plus. Peloton de gendarmerie sur l'autoroute A4. Voici leurs 2 dernières prises. En un an, 22 mouchards ont été saisis par les gendarmes de Seine-et-Marne. Le conducteur qui est pris avec un détecteur de radar risque une amende de 1 500 €. C'est une contravention de 5e classe, 2 points de retrait de permis de conduire et la confiscation de son appareil. La barrière de péage est un endroit stratégique. Une bonne vue, beaucoup de flair, pas facile de détecter les détecteurs. Sous le pare-soleil, sous une casquette, les contrevenants ne manquent pas d'imagination. J'ai même vu des détecteurs de radar cachés dans des peluches situées à l'avant. Au niveau des yeux, il y avait le détecteur qui était caché dans la tête de la peluche. Ça arrive. Avec cet appareil, pas besoin de peluche. Il fonctionne avec le GPS et son utilisation est légale. Il ne se contente pas d'indiquer les seuls radars fixes. Vous voyez là, ici, il y a un contrôle de police. Donc, je préviens tous les autres utilisateurs qui seront informés en moins de 5 secondes de ce contrôle. Alors, anti-radars légaux ou pas? Rappelons que grâce à la diminution de la vitesse, le nombre de tués sur la route a baissé de 30% au cours des 3 dernières années. Environnement avec le vote d'une nouvelle loi sur les parcs nationaux le mois dernier. Désormais, les partenaires locaux sont associés à la gestion de ces espaces très protégés. Nathalie Jourdan, Frédéric Serrelli. Perchée sur le toit des Alpes du Sud, la zone centrale du parc national du Mercantour. Terre du loup, du bouquetin et du gypaète, un joyau que la nouvelle loi sur les parcs nationaux entend toujours préserver. Ce que les associations écologistes craignent, ce sont les dérogations désormais possibles. Chaque parc élaborera sa propre charte. Des autorisations exceptionnelles d'aménagement ou de chasse pourraient être consenties ça et là. Le mouvement associatif a un grand rôle là-dedans pour être partie prenante dans l'élaboration des chartes et pour veiller à ce que la protection dans les zones centrales, dans les cœurs, comme on dit maintenant, soit réellement le moteur des parcs nationaux. Dans cette nouvelle gestion, les élus locaux voient leur pouvoir accru. Pour éviter toute initiative qui nuirait à l'environnement, les parcs nationaux restent sous la tutelle du ministère de l'écologie. Il faut faire confiance aux élus locaux. Ils sont aujourd'hui convaincus que la dimension environnementale est un des éléments de leur réélection. Alors si ce n'est par le cœur, ce sera par la raison. Je suis convaincu qu'ils seront de très bons adeptes de cette nouvelle loi.
Fini le parc imposé, désormais les communes environnantes sont libres d'adhérer ou pas à la structure. Elles pourront promouvoir des activités économiques dans les zones périphériques du parc, à condition de respecter le cadre naturel. Ça peut être, par exemple, s'engager sur un dispositif où on conduit un troupeau de façon différente, où on se protège des attaques de prédateurs, mais aussi tout simplement où on propose des produits de qualité pour bénéficier de la notoriété de l'image du parc. Agents de parc, élus et acteurs locaux doivent maintenant réfléchir à la meilleure façon de fonctionner. Leur charte devra allier ouverture économique et respect de l'environnement. La loi entre en vigueur en juillet prochain. On passe au sport avec du football. Demain soir, Nice affrontera Nancy au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue. Un air de déjà-vu. Leur précédente rencontre remonte à 28 ans, mais en finale de Coupe de France, Nancy l'avait emporté 1-0 et voudrait rééditer son exploit. Entendit André Germain. On dirait pas comme ça, mais dans 24 heures, les joueurs de Nancy vont jouer le match le plus important de leur vie. La finale de la Coupe de la Ligue contre Nice. En attendant, leur mise au vert au nord de Paris, c'est comme qui dirait la vie de château. Beaucoup de détente, un peu de football quand même, car au bout de la finale, il y a une place de Coupe d'Europe. Demain, on quitte le château, direction le Stade de France. C'est un stade mythique, c'est un super stade. Donc nous, on est impatients de le découvrir et puis impatients de faire un très bon match et de n'avoir aucun regret à la fin du match. Nancy-Nice, un air de déjà-vu. 1978 à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing était président et Michel Platini, svelte, jeune et talentueux joueur de l'AS Nancy-Lorraine. Finale de Coupe de France au Parc des Princes, 1-0 pour Nancy face à Nice, but 2, Michel Platini évidemment. On était une bande de copains, on était insouciants, on vivait le football en fête. Et on a gagné, on est arrivé à la finale contre une équipe de Nice qui était sur le papier plus forte que nous et on a gagné ce match-là. Mais ça a été quelque chose de beau, fantastique pour la ville de Nancy. Retour vers le futur, 3 décennies plus tard, Nancy retrouve Nice. Un match qui s'annonce électrique. Il y a un mois en championnat, les deux équipes s'étaient échangées quelques délicates attentions. Joie de recevoir, plaisir de donner. À la fin du match, Niçois et Nancéens en étaient même venus aux mains. On était annoncés comme des tocards, maintenant on nous prend pour des voyous. Si ce statut nous permet de rester le plus longuement en Ligue 1, pourquoi pas? Que c'est haut, que c'est beau. Au Stade de France, cet après-midi, Niçois et Nancéens ont pris leur marque. L'histoire est en marche. Le match sera retransmis demain soir sur France 3. En Coupe de France maintenant, l'OM et le Paris Saint-Germain se retrouveront pour la finale au Stade de France la semaine prochaine. Un match classé à haut risque. Hier, les Parisiens sont imposés 2-1 à Nantes, notamment grâce à Pedro Paoletta, auteur d'un but et d'une passe décisive, alors que sa participation semblait compromise en raison d'une blessure. Dans l'autre demi-finale, l'OM a battu Rennes. On passe à la musique avec la sortie du nouvel album de Florent Pagny qui a fait appel à des auteurs et des compositeurs renommés. Un album intitulé Abracadabra, Élise Chassin, Samuel Humez. Bah alors, mais comment ça va? Tout commence par les retrouvailles avec ses complices. Déjà à Paris, t'as pas vu? Car dans quelques minutes, Florent Pagny va présenter au public les chansons de son nouvel album. Le titre Abracadabra, et c'est déjà un vrai tour de magie pour ceux qui le connaissaient en baryton. J'ai toujours été un âne, j'ai pensé que pour ma culture ce serait bon. À proximité. Celui qu'on accusait parfois de vouloir chanter un peu trop fort en serait presque aujourd'hui à susurrer ses chansons. Qui ne sait pas jouer. C'était justement voir si j'étais aussi capable de chanter tout doucement, ce qui n'est pas un exercice aussi facile. Parce que le côté doux, des fois, quand on a l'habitude d'appuyer sur le muscle, finalement, cette faiblesse peut t'obliger, ou en tout cas te contraindre à des faussetés, à des difficultés d'interprétation. Pour autant, le mauvais garçon d'hier, celui qui faisait parler de lui pour ses démêlés avec le fisc, n'a pas renoncé à ses légendaires coups de gueule. Je sais bien qu'on est tous plus ou moins l'abruti certifié de quelqu'un. Mais quand même, quand les cons sont loin, ça devient plus facile d'aimer son prochain. La connerie humaine, je vous dis, elle est à l'extérieur, elle est cultivée, mais je suis pas à l'abri aussi d'être de l'autre côté du mur. Moi aussi, je suis forcément le con de quelqu'un et avec mon discours, peut-être je deviens con pour un autre, mais bon, c'est notre triste sort. Là que je t'emmènerai sur la route, et si le soleil le savait,
Composées par Miossec ou Raphaël, les nouvelles chansons de Pani brouillent les pistes. On le connaissait un rien sale gosse, on le découvre un brin poète. C'est la fin de ce journal. Je remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Patrice Drevet, suivi du point route Julien Pascal, 20h50 PJ. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.